On est pile poil à l'heure, impeccable. Alors c'est la deuxième fois qu'on reçoit Gérard Mordillat dans ce lieu. Voilà. La première fois, ça fait, je ne sais pas très bien. Peut-être 1 an ou 1 an et demi. Ah oui, quand même. Ouais. Oui, Bon. je suis quasiment un habitué. Bah oui. Oui, oui. Un pilier. Un pilier, je vous Pilier remercie. de la boutique. Donc ce soir, on le reçoit pour la parution de ce roman, Les vivants et les morts, 20 ans plus tard, donc qui est sorti cette année. C'est sorti le 2 janvier. Donc c'est tout récent. Demain, il y a une projection à l'Éden à 14 h des 2 premiers épisodes des vivants et des morts, mais 20 ans avant, donc, qui est une série qui avait été projetée sur Arte, c'est ça? Et sur France 2, oui. Sur France 2, donc qui comprend 8 épisodes, il me semble. Et on passera donc les 2 premiers à l'Éden à 14 h. Donc ce soir, Les vivants et les morts, 20 ans plus tard. Donc le roman, le premier, date donc d'il y a 20 ans. Il y a une concordance des temps entre la parution et l'histoire fictionnelle qui est racontée. Et donc la première question, évidemment, c'est quelle idée... Quelle drôle d'idée, vous voulez dire. Quelle idée, pas drôle, mais quelle idée de se replonger dans cette histoire avec les mêmes personnages qui ont donc vieilli de 20 ans et une espèce de suite. Oui, je vais peut-être me lever parce que ça me gêne de ne pas vous voir. Non, mais c'est vrai, je suis là en dessous. En réalité, ça a été... Vous savez, il y a des livres que l'on cherche et puis des livres qui vous sont donnés. Celui-là est un livre qui m'a été donné parce que j'avais commencé autre chose et je butais. J'avais écrit un début que je trouvais absolument exceptionnel et puis c'était un début, quoi. Ça s'arrêtait là. Et donc j'ai déjeuné avec Jean-Étienne Cohen-Céa, qui était l'éditeur des Vivants et des Morts il y a 20 ans, pour qu'il me serve de sparring partner, pour qu'il me permettre de me décoincer de ce texte que je n'arrivais pas à développer. Et Jean-Étienne m'a dit, écoute, c'est très bien, mais je ne crois pas que tu devrais faire ça. Je crois que tu devrais faire Alexandre Dumas. Donc, assez stupéfait. Je lui dis, mais tu veux que j'écrive une bio de Dumas? Non, dit-il, tu devrais faire Les vivants et les morts 20 ans plus tard. Oh, ça a été une sorte d'illumination. Et je me suis mis aussitôt au travail et je n'ai fait que ça, matin, midi et soir, pendant 14 ou 15 semaines pour écrire le premier jet, pour être dans cet élan, dans cette chose-là. Voilà comment ça s'est fait, parce que c'était tellement évident que cette histoire me tenait au corps, tout simplement. J'avais écrit le roman, après j'avais tourné ces 8 épisodes de la série, après j'avais monté une version de théâtre musical, donc j'avais vécu avec les personnages sans arrêt, et là, soudain, je pouvais me retourner et mesurer le travail du temps sur 20 ans. Et c'est vrai que tellement de choses ont changé, à la fois sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan sociologique, et puis surtout dans le cœur des personnages que j'avais écrits. Et donc, c'était une chance exceptionnelle de pousser ça jusqu'au bout et de revenir sur ça. Voilà. Très bien. Je me rassois. Voilà, rassieds-toi. Alors, le premier roman, il est noir, un peu, mais il y a une espèce d'enthousiasme qui est dû sans doute à la solidarité qu'il y a entre les gens qui luttent pour le maintien de leur usine dans une petite ville du nord de la France. Le deuxième, il est beaucoup plus noir, parce que justement, il n'y a pas de cette solidarité, les gens sont détachés les uns des autres, c'est un peu, comment on pourrait dire, chacun pour soi. L'usine, évidemment, a disparu, elle a été remplacée par une espèce d'entrepôt
qui ressemble un peu à Amazon, un peu, Oui. dont on tait le nom d'ailleurs dans l'entreprise. On n'a pas le droit de prononcer le mot, le nom de cette entreprise. Et les gens sont très, sans doute parce que aussi les équipes se succèdent, mais dans la première, les équipes se succédaient aussi dans l'usine. Donc c'est pas ça qui fait que les gens manquent de solidarité. Il y a autre chose, il y a la vie qui est passée, il y a le temps. Ils sont plus vieux, ils ont déjà connu cet échec dans la ville et cette désertification. Et là, j'ai trouvé que c'était vraiment Oui. pesant, quoi. Bah, enfin, au début du livre, l'image était essentielle pour moi. On voit Dallas, qui est le personnage principal de toute cette histoire, qui revient à Rossel, cette petite ville, parce qu'elle avait juré de ne jamais y remettre les pieds après la disparition de leur usine, la perte de sa maison, la perte de tout, quoi. Donc, plus jamais, elle ne voulait revenir à Rossel, mais son père est à l'agonie, et donc elle doit revenir, et elle descend du train, il a neigé, tout est couvert de blanc, on ne peut rien distinguer, et quand elle met les pieds sur le quai, c'est évidemment verglacé et glissant. Donc toute l'histoire est sur ça, c'est-à-dire comment Dallas va avancer dans cette histoire sur un terrain glissant, dangereux, et comment elle va lentement soulever au fond cette espèce de drap ou de sphère qui repose sur la ville pour mesurer tout ce qui a changé. Alors, c'est vrai que son usine n'existe plus, elle n'est plus du tout là, elle a été remplacée par un parallélépipède sans ouverture vers l'extérieur et protégée par des grillages et surveillée par des vigiles. C'est une entreprise de e-commerce qui s'appelle Property et qui est concurrent d'Amazon. Donc le paysage a changé, mais il n'y a pas que le paysage qui a changé, parce que du temps de l'ancienne usine qui s'appelait Lacoste, au fond c'était une usine dans laquelle on pouvait rentrer et sortir, on pouvait aller voir des gens, il y avait une vie, quoi. Il y avait quelque chose qui était une ouverture aussi vis-à-vis de la ville. Là, il n'y a plus possibilité du tout. C'est un monde fermé, et ça c'est un des grands changements qu'elle peut constater. Et puis ensuite, tout bêtement, en ville, elle se rend compte qu'il n'y a plus qu'un seul café, dont le nom d'ailleurs sonne ironiquement, puisqu'il s'appelle l'Espérance, et que la municipalité, qui avant était plutôt centre-gauche, centre-droit, enfin nécessité locale, etc., est devenue maintenant est gouvernée par le Rassemblement national, qui a d'ailleurs en ville un groupe d'activistes extrêmement virulents qui poussent derrière la mairie. Donc beaucoup de choses ont changé comme ça. Et Dallas, son père va décéder et elle va se trouver obligée de rester à Rossel. Parce qu'avec Rudy, avec son mari, quand ils ont quitté Rossel, ils se sont finalement dépaysés en allant vivre dans la banlieue parisienne. Mais ils ont perdu aussi beaucoup de choses parce que Rudy était à la maintenance, il était un mécanicien tout à fait au point, il était ajusteur-outilleur, enfin, c'était quelqu'un qui avait réellement un métier. Et Dallas, qui elle était une ouvrière, mais avait aussi un métier. En arrivant dans la région parisienne, il n'y a plus de travail, il n'y a plus ça. Donc Rudy est devenu chauffeur routier et Dallas fait des ménages. Donc il y a eu une sorte de déclassement aussi et de dépaysement. Bon, elle va être obligée de revenir parce que ce qu'il sous-louait à Montreuil est vendu et donc ils ne savent plus où aller. Donc elle est obligée de revenir dans cette maison, non seulement dans cette ville, mais aussi dans cette maison où il y a les fantômes de sa vie précédente. Et puis, dans les changements très profonds qu'elle va constater, évidemment, il n'y a plus personne de ceux qu'elle connaissait. Enfin, il y a très peu de monde qu'elle connaissait d'avant. Il y a en tout cas une qui est comme elle, une copine d'école qui était aussi revenue s'installer chez ses parents et qui va être un grand point d'appui pour elle parce que cette copine qui s'appelle Rachel, qui est prof de français, organise une chorale qui tous les mercredis chante des chansons. Une chorale avec un nom inoubliable, puisqu'elle s'appelle les Glottes Rebelles. Donc Dallas, qui chante bien, va naturellement intégrer les Glottes Rebelles, c'est-à-dire un milieu féminin. Mais de la même façon, elle va être obligée de se faire engager chez Property. Et chez Property,
la majorité des employés, y compris du management, sont des employés femmes. Donc ça va complètement changer par rapport à 20 ans plus tôt, où s'il y avait une majorité d'hommes et que les hommes étaient aux commandes de toutes, que ce soit des syndicats, de la hiérarchie, etc. Là, ça a changé avec cette chose très particulière qu'à la tête de Property, c'est Maxime Lorquin, qui est le fils de Lorquin célèbre qui avait mené la grève 20 ans plus tôt. Donc c'est tout ça, et c'est dans ce monde-là où tout change que Dallas et Rudy vont se débattre. Je dis se débattre parce qu'il y a une chose qui va finalement être le moteur secret de toute l'histoire, c'est que le jour de ses 16 ans, leur fille, qui s'appelle Ève, n'est pas venue. Elle a disparu. Et ils ne savent pas où elle est. Alors évidemment, ils ont demandé aux copains, aux amis, à la famille, les choses. Ils ont remué, ils sont allés un peu partout où elle pourrait être, dans les squats avec les punks à chiens, dans les sous-sols de la Défense, dans les distributions gratuites de nourriture. Nulle part. La police a cherché aussi, évidemment, au bout d'un certain temps, et on ne sait pas. Et tout le livre, Dallas, va être hanté par cette absence, parce que Ève disparue est aussi, bien entendu, de façon métaphorique, tout ce qui a disparu. Donc, va-t-elle le retrouver? Vont-ils la retrouver? Parce que aussi, cette absence est une chose qui détruit leur couple. C'est très dur à vivre l'un en face de l'autre avec ce manque entre les deux. Et donc, ils seront amenés à se séparer. Mais je ne crois pas que le livre n'est pas noir. Non, le livre, il affronte de façon, j'espère, très claire la réalité, c'est-à-dire la réalité de tous ces changements dans l'organisation du travail, dans le travail lui-même, dans les relations sociales, etc. Parce que là aussi, tu l'as très bien dit, il n'y a plus réellement de solidarité entre les personnes, sauf à la chorale, mais il n'y a plus vraiment de solidarité. Pourquoi? Parce que après la grande peur de 68, et là après la grande peur de précédentes actions, qu'est-ce qu'ont fait les patrons? Ils ont fragmenté les entreprises, créé de petites unités, et à l'intérieur des unités, on a organisé la concurrence entre les personnels. Tout le monde est devenu le concurrent de l'autre. Donc ça a un effet forcément destructeur. C'est la fameuse théorie de Margaret Thatcher, la société n'existe pas, il n'y a que l'individu et sa famille. Ça a été très puissamment porté et ça a fini par apparaître à certains pour une sorte de vérité révélée. Donc il y a ça. Il faut donc essayer de reconstituer, de retrouver des solidarités. Et là, comme à nouveau il va y avoir un conflit, ces solidarités vont se reconstituer à travers finalement des groupes de femmes. Parce que l'hôpital va être en grève et ça va être aussi bien les infirmières, les aides-soignantes que les médecins, hommes ou femmes qui vont se mettre en grève. À Property, il va y avoir un conflit très important et donc ça va être aussi les femmes qui vont s'y mettre. Et puis, il y a les glottes rebelles qui sont le joint entre tout ça. Donc c'est ça ce grand changement aussi, c'est la place prépondérante des femmes et des questions liées à leurs conditions qui va être, je dirais, le vrai contexte de cette histoire. Et à travers ça, il y a en tout cas un personnage qui ne renonce à rien, et c'est Dallas. Oui, alors je sais que tu n'aimes pas quand on dit que tu es un écrivain engagé et tout ça, mais là, c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt un écrivain féministe. Parce que l'héroïne est une femme, le groupe dont tu viens de parler, effectivement, la solidarité, elle se construit entre femmes, de générations différentes d'ailleurs, hein, puisqu'il y a des plus âgés, il y a des très jeunes, et de conditions salariales différentes. Absolument. Et donc, en fait, c'est un roman féministe. Oui, tant mieux si c'est un roman féministe. Je ne l'ai pas écrit comme ça en pensant que j'allais faire un roman féministe, mais je pense que effectivement, et d'ailleurs c'est vrai, ce qu'on dit là, on peut le dire pour tous mes romans, parce que dans mes romans, il n'y a pas de héros au sens masculin du terme, mais il y a toujours eu des héroïnes. Évidemment, Dallas étant sans doute la figure la plus forte de cela. Mais tout simplement aussi parce que si je regarde le monde tel qu'il est, je me dis que l'oppression majeure qui demeure dans le monde, c'est l'oppression des femmes. En France, bien sûr, il y en a une
Et on se dit, oui, bien sûr, mais si on commence à considérer la situation des femmes un peu partout dans le monde, on se rend compte que le corps opprimé, c'est celui-là. Et moi, je me suis toujours situé du côté des opprimés contre les oppresseurs. Et donc, finalement, c'est naturellement que j'ai écrit ça. Et puis, je crois que je vous avais raconté, j'avais été très impressionné par la rencontre avec des femmes de mineurs anglais qui avaient mené cette grande grève contre Margaret Thatcher. Que mes amitiés littéraires sont majoritairement des femmes. Bref, il y a quelque chose, il y a mon côté sans doute féminin de cela, qui fait que je me reconnais dans ces personnages tout autant et peut-être plus que dans les personnages masculins. Parce qu'en réalité, Rudy, qui est tout aussi combattant, il est finalement, d'une certaine manière, plus d'une pièce moins complexe, moins tourmentée, alors que Dallas est un personnage qui à la fois agit, se bat et ne renonce à rien, et qui en même temps s'interroge sur elle-même et sur les autres, et sur comment la vie se passe et ce qu'il faut faire. Donc voilà, si c'est un roman féministe, tant mieux, et tant mieux pour moi. Non, juste un mot sur l'idée de romancier engagé. J'ai souvent repris les entretiens, les gens qui me disaient ça, parce que je sais que c'est une façon de disqualifier mon travail. Tout simplement parce qu'un romancier engagé n'est plus un romancier. C'est une catégorie à part, romancier engagé. Mais est-ce qu'on aurait dit ça à Jean d'Ormesson ? Et pourtant, il était très engagé. Il écrivait dans le Figaro, il défendait des idées. C'était un écrivain engagé. Mais jamais personne dirait ça. On ne dit jamais ça à un écrivain de droite. L'écrivain de droite serait d'une neutralité et d'une intégrité parfaite, et on pourrait penser qu'il y a ses œuvres. Donc moi je lutte contre ça, parce qu'effectivement je suis tout à fait engagé dans la vie, dans un certain nombre de combats sociaux, syndicaux, politiques, etc. Mais je ne veux pas me laisser désigner par l'adversaire. Je ne veux pas que ce soit l'adversaire qui me dise « vous êtes un écrivain engagé ». Et encore pire, c'est vous êtes un écrivain militant. Oui, ça je connais aussi, il y a le militant. Et c'est la même chose pour le cinéaste, c'est la même chose. Mais à partir de ce moment-là, on n'est plus un cinéaste si on est un cinéaste engagé. C'est évidemment ridicule, stupide au niveau de ce que c'est, parce qu'au fond, ce qu'il faut considérer, ce sont les œuvres, et la seule chose à considérer, c'est les œuvres. Alors que ensuite, l'auteur, dans ses œuvres, défend un certain nombre de convictions philosophiques, politiques, voire spirituelles. Oui, c'est normal, mais tous les livres sont comme ça. Il n'y a pas d'exception. On est ce qu'on est à l'intérieur de ce qu'on écrit. Donc voilà. Maintenant, je suis un écrivain féministe. Alors, d'autant plus féministe que, effectivement, Rudy, qui est le mari de cette jeune femme, Dallas, qu'on rencontre aussi dans le premier roman, il est un peu monolithique. Oui. Alors que cette jeune femme, entre le premier et le deuxième roman, elle aussi, elle a pris 20 ans, mais elle est beaucoup plus réfléchie, parce que quand on la rencontre, c'est une très jeune femme, elle a 18 ou 20 ans. 18 ans. Vraiment très très jeune. Elle n'est pas... elle affronte comme elle peut la situation économique, elle arrête l'école, donc il n'y a pas trop d'autres solutions que d'aller bosser dans cette usine. Et quand on la retrouve 20 ans plus tard, elle est mère de famille, bien sûr, mais ce n'est pas ça tellement qui l'a fait grandir, c'est plutôt sa participation à cette lutte dans son usine, la rencontre des autres femmes. Elle a mûri. Oui. Et alors, moi, en fait, c'est pas du tout les Trois Mousquetaires dont tu parlais tout à l'heure. Non. Non, mais je veux te parler des Trois Mousquetaires. Non, pas du tout. Non, et moi, ça... Oui, voilà. Mais moi, ça m'a fait plutôt penser à Zola, parce que c'est comme si tu mettais des personnages dans un milieu et que tu voyais ce que ça donne. Et effectivement, ça donne des choses très différentes selon qu'ils soient féminins ou masculins. Parce que Rudy ne change pas tellement entre les deux romans. Enfin, il y a une différence fondamentale entre la façon d'aborder l'écriture de Zola et la mienne. Bon, c'est une rime en A, je suis d'accord. Mais
Parce que Zola est un écrivain qui, au fond, fait partager à ses lecteurs la description, l'analyse, les sentiments de ses personnages. Ouais. Ça, c'est une façon de faire qui, d'ailleurs, très caractéristique d'une façon française. Moi, je n'écris pas du tout de ce côté-là. Moi, ce qui existe dans mes livres, c'est ce que font et ce que disent les personnages. Il n'y a jamais le point de vue de l'auteur qui commenterait ou soulignerait telle ou telle chose. La psychologie vient de la compréhension que les lectrices ou les lecteurs ont des actions des personnages, des échanges qu'ils ont, etc. Et uniquement appuyé finalement sur oui, les actions. Et c'est ça la différence avec Zola. Moi, j'aime beaucoup Zola, j'ai lu tout Zola, j'ai même écrit à la Pléiade pour signaler une erreur, mais bon, c'est pas la même chose. C'est pas parce que ce que je décris fait que les personnages vivent dans un milieu industriel, dans des travaux salariés, qu'ils vivent dans des conditions plus ou moins précaires, que c'est comparable avec Germinal, par exemple. Oui, bien sûr, c'est comparable, mais ça s'arrête là, parce qu'il n'y a pas entre nous d'affinité, je dirais, littéraire. Si vous voulez chercher de quel côté je me penche, moi, je penche du côté de Victor Hugo. Pour moi, le grand modèle, le sommet de la littérature en France, c'est Victor Hugo. Pourquoi ? Parce que Hugo a une liberté dans la façon d'écrire qui est très loin de celle de Zola. Zola, c'est d'un méthodique extraordinaire. D'ailleurs, on sait, puisqu'on a retrouvé, on a publié tous ses travaux préparatoires à Germinal, tout est écrit de façon mécanique, j'ai envie de dire, puis ensuite il rédige, mais comme un notaire reprend une chose, c'est autre chose. Hugo, c'est pas ça. Hugo, c'est quelqu'un qui prend à bras-le-corps le réel et qui ne se refuse rien. Dans Les Misérables, il veut faire un dictionnaire de l'argot, il fait un dictionnaire de l'argot dans un roman. Il veut faire la nomenclature complète des égouts parisiens, eh bien il fait la nomenclature des égouts parisiens dans un roman. Parce que c'est ça, pour moi, la grande force du roman, c'est cette capacité justement à emmener dans un seul mouvement de l'histoire, des histoires, du savoir, du pouvoir, du devoir, toutes les rudiments. Et puis c'est une chose torrentielle. Chez Zola, c'est pas torrentiel, jamais. Et ce que j'aime chez Hugo, c'est cette liberté. Par moments, il écrit dans un roman des choses qui sont versifiées. Par moments, c'est au contraire. Je sais pas, je me souviens, on m'avait demandé pour le dictionnaire des personnages populaires qu'avait publié Le Seuil. Moi, on m'avait attribué Gavroche. Très bien. Je cherche, je relis, et je trouve enfin la première apparition de Gavroche dans Les Misérables. Comment il apparaît ? Il voit de loin Jean Valjean et Cosette qui sont en train de marcher, et il y a un type qu'il connaît qui essaye de piquer sa bourse à Jean Valjean, qui étant du métier, évidemment, se rend compte tout de suite de ce qui se passe. Il arrête le type, on se dirait ça pourrait être 2 répliques. Et là, Hugo part sur 4 pages et demie sur le vol, sur ce que ça signifie, pourquoi, etc. Mais c'est d'une liberté extraordinaire. Et moi, j'espère, et je souhaite que, oui, j'espère que mes livres soient lus comme ça. C'est-à-dire de bien comprendre que c'est un discours de liberté, que le roman, c'est un discours de liberté en soi. Et que le contexte social, économique, politique, etc., c'est un contexte. Mais ce qui est important, c'est de lire à profusion et de faire vivre les personnages en faisant sentir le véritable tremblement de la vie. Je crois que c'est ça. Et cette chose-là, elle n'est pas forcément chez Zola. Alors moi, j'ai parlé de Zola, c'est pas pour ses choix narratifs, c'est parce qu'on découvre un personnage qui a 18 ans dans le premier, et puis un personnage qui en a donc 38 dans le second. La situation économique a complètement changé, et c'est comme si tu la mettais dans un autre cadre pour essayer de voir ce que ça donnait. Oui. Et c'est en ce sens, cette expérimentation en fait que tu proposes. Et c'est vrai que la ville a changé, que la vie économique a changé, la structure de la ville a changé, politiquement, économiquement, et les vieux sont morts.
Donc il reste quelques jeunes qu'elle a connus 20 ans plus tôt, et il faut reconstruire quelque chose. Dallas a cette chose particulière, c'est que dans Les Vivants et les Morts, quand elle a 18 ans, comme elle est jolie, elle passe pour être idiote, enfin d'avoir une tête de moineau, un des personnages dira ça d'elle. Et puis on va se rendre compte au fur et à mesure de l'histoire combien cette femme finalement est sans doute la plus lucide, la plus pertinente et en tout cas la plus déterminée. Et puis elle va faire une rencontre fondamentale pour elle, parce que dans Les Vivants et les Morts, à un moment, Rudy est emprisonné. Il est accusé d'avoir tué un CRS pendant une manifestation. C'est pas lui qui l'a tué, mais enfin, c'est lui qui s'est fait embarquer. Et à ce moment-là, Dallas est totalement désemparée et elle va finalement avoir une aventure avec le médecin, le docteur Copps, qui va faire son éducation. D'abord, il va lui dire « Vous ne pouvez pas être habillé comme vous êtes habillé si vous allez avoir à rencontrer des magistrats, des intellectuels, etc. Si vous le présentez comme ça, c'est perdu d'avance. » Et puis, il va la mettre à lire, il va lui forcer à lire. Il va lui dire qu'il faut absolument que vous aussi, vous changiez votre vocabulaire, etc. Et donc, elle s'est mise à lire, etc. Et 20 ans plus tard, mais Dallas, elle a beaucoup lu. Elle a lu tout ce que lui a donné le docteur Copps, et puis elle a lu d'autres choses. Et puis, en lisant, elle a évidemment réfléchi. Elle a réfléchi à tout ce qu'ils ont traversé, parce que leur exil dans la banlieue parisienne, ça a été extrêmement douloureux, parce que leur fils aîné, Kevin, lui, est parti vivre en Irlande, où il travaille dans un pub, où il va se marier là-bas. Donc, il a mis entre eux vraiment une mère et tout un pays. Puis ensuite, Ève a disparu. Donc tout ça, au fond, travaille Dallas profondément, et le travail d'autant plus qu'elle trouve dans la lecture, qu'elle trouve dans la réflexion un soutien qu'elle ne trouve nulle part ailleurs. Enfin, qu'elle trouve aussi auprès de Rudy, mais le soutien de Rudy, c'est une sorte de soutien immédiat, brut, quelque chose qui est sans nuance. Il est un personnage finalement très imprévisible. Il peut être le meilleur des hommes et il peut être aussi d'une violence incroyable. Donc il y a tout ça. Et Dallas, elle, eh bien c'est ça son évolution. Son évolution, c'est d'avoir appris à regarder le monde à travers les mots des autres. Et c'est très profond dans le livre. Et d'ailleurs, à un moment, elle fait toute une histoire parce qu'elle raconte à deux copines des Glottes rebelles un livre de Béatrice Beck qui s'appelle Une mort irrégulière, qui pour elle renvoie directement à ce qu'elle vit, puisque dans Une mort irrégulière, Béatrice Beck s'interroge pour savoir comment est mort son mari. Est-il mort à la guerre ou avait-il été fusillé, etc. Et elle ne le saura jamais. Il y aura cette absence qui pèsera sur toute sa vie. Donc, c'est ça, Dallas, c'est tout ce mélange-là. Bon, alors après, la situation de cette ville, elle est terrible. Elle est terrible. On retrouve les craintes qu'on peut avoir, nous, dans le sud, par exemple, très ici, très près de chez nous, avec cette montée de l'extrême droite. Oui. Donc là, tu colles à une réalité quand même assez... J'y colle depuis un bout de temps parce que déjà dans mon précédent livre qui s'appelait les roses noires, j'en parlais et je crois que ce qu'on est en train de voir, hélas, aujourd'hui, ne fait que confirmer ça. C'est-à-dire, c'est pas seulement en France que les nationalismes prospèrent partout, et donc l'extrême droite, et donc le néofascisme, et donc même le néonazisme dans certains cas. Je veux dire, tout ça est là. Et l'autre grande chose qui, moi, me préoccupe, c'est qu'il y a évidemment ce danger immense donc, du néofascisme, mais qu'il faut voir de façon parallèle avec la croissance exponentielle des budgets militaires. Parce que quand on additionne néofascisme et budget militaire, c'est pas difficile de faire total, ça veut dire la guerre. C'est ça. C'est ce qui se présente. Et on voit bien qu'on commence à avoir conscience de ça. Moi, je me suis beaucoup bagarré avec beaucoup d'amis qui disaient « mais il ne faut pas utiliser le terme fasciste, c'est pas bien, etc. »
nos amis, notamment du monde diplomatique, qui trouvaient qu'il fallait parler de gouvernement autoritaire, de choses comme ça, etc. Aujourd'hui, dans le journal Le Monde, qui est quand même pas un brûlot, c'est même tout le contraire, on parle du régime mis en place par Trump comme un régime fasciste. Quand je lis ça, je dis, alors là, la conscience vient lentement, mais elle arrive quand même. Donc, ce qui se passe à Rossel et ce qui se passe dans 20 ans plus tard, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a cette montée des nationalismes, de l'extrême droite, et puis surtout, cette alliance qui va se faire, et là le livre, c'est pas difficile d'être prémonitoire, entre la droite, entre guillemets, classique, c'est-à-dire les soi-disant républicains, et puis le Rassemblement national. Parce que, en réalité, si on regarde par rapport au choix, par rapport au programme, mais il n'y a absolument rien qui diffère la politique d'Emmanuel Macron de celle des soi-disant républicains, ne parlons pas du MoDem et des choses comme ça, et du Rassemblement national. En réalité, sur le plan économique, ils sont absolument d'accord, ils sont tous néolibéraux, voire ultralibéraux. Leur grande obsession, c'est évidemment l'immigration, ce qui paraît, enfin c'est un grand fantasme, mais c'est un fantasme qui prospère et qui est finalement assez efficace au niveau d'un certain type de gens. Quand vous entendez Bayrou parler de subversion, alors là, on tombe de sa chaise, parce qu'on se dit où il est submergé, je veux dire, par la bêtise, oui, ça certainement, mais c'est tout. Donc on voit bien, évidemment, dans mon roman, tout ça existe aussi. Et Dallas et les autres sont confrontés aux agissements de ceux qui défendent cette idéologie et qui souhaitent en réalité l'arrivée d'un régime autoritaire et d'un régime sans doute néofasciste et militaire. Mais pourquoi ? Parce que dans la situation de crise générale, on a tellement vendu aux populations l'idée que la mondialisation, ce serait le paradis sur Terre. Or, résultat, on s'aperçoit que la soi-disant concurrence libre et non faussée, c'est tout le contraire. Et que les entreprises ferment les unes après les autres parce que la quête du profit domine absolument tout. Donc, des tas de gens ont perdu leur emploi, des artisans ont perdu leur boutique, etc. Donc le refuge naturel, c'est le nationalisme, c'est de se dire restons chez nous, armés jusqu'aux dents et ne laissons personne entrer. C'est un mouvement complètement naturel. Et quand on voit dans le même temps que les ravages fondamentaux du néolibéralisme, c'est la destruction raisonnée de tous les services publics, on voit que dans les déserts qui se profilent un peu partout, eh bien, prospèrent évidemment les idées que si aboutissait un régime autoritaire, de façon autoritaire, on rétablirait les services publics. Bon, on est dans ça. Un roman, ça sert aussi à dire ça. Ça sert à dire ce qu'on ne peut pas dire ou ce qu'on ne peut pas lire aujourd'hui dans les médias. Pourquoi ? Parce que tous les grands médias, notamment télévisuels, sont dans la suggestion de groupes industriels ou financiers et que ce qui s'y dit est largement contrôlé, pour ne pas dire censuré, ou en tout cas auto-censuré. Du côté du cinéma ou de la télévision, il y a toujours le mur de l'argent. C'est trop cher, on ne peut pas le faire, etc. Il reste le roman, et dans le roman, on peut dire tout ce que l'on souhaite dire. Encore jusqu'à aujourd'hui. Ça va peut-être changer, mais en tout cas, pour l'instant, c'est ça. Et moi, je me dis que c'est un combat essentiel de lire, de faire lire, de vivre avec les romans, parce que ma conviction profondément ancrée, c'est que la fiction marche toujours un pas en avant de la réalité. Quand j'ai écrit Les Roses Noires, avant le grand confinement, je suis parti d'une hypothèse, c'était le début, c'était pour donner le cadre général. De quoi je suis parti ? De l'idée que les Polonais, poussés par les Américains, envahissaient l'oblast de Kaliningrad, qui avant appartenait aux Polonais. Évidemment, les Russes répliquaient de la façon la plus violente et la plus brutale qui soit ce que les Américains avaient prévu pour enfin trouver une occasion d'affronter directement les Russes. Sauf que les Russes étaient aussi alliés avec la Chine et que la chose ne se passait pas exactement comme on souhaitait, sauf que d'un seul coup, on était dans un contexte finalement de guerre mondiale et à l'intérieur de la France, eh bien, se développait un régime hyper autoritaire et militaire.
voilà, j'étais un pas en avant de la réalité. Si j'avais mis l'Ukraine à la place de la Pologne, tout le monde aurait dit que j'étais prophète. Mais je n'étais pas prophète, je regardais simplement la réalité du monde. Alors pourquoi dans le Nord? En fait, non, c'est pas dans le Nord, Rossel. Dans ma tête, c'est plutôt dans l'Est. Enfin, le Nord-Est, oui. Oui, d'accord. Oui. Non, mais pas parce que Rossel n'existe pas et que le nom m'est venu d'une petite ville, enfin même d'un gros village minier qui s'appelle Petite Rossel. Mais ça ne s'écrit pas de la même façon. J'avais ça en tête, c'est tout. Je voulais inventer quelque chose. Je ne voulais pas que ce soit une ville réelle ou même une grosse ville. Oui, mais le climat, par exemple, on reconnaît assez bien que quand même ça ne se passe pas dans le Midi. Quoi. Ah oui, oui, oui. Ça, oui. c'est... Ben ça ne se passe pas dans le Midi. Je ne sais pas, là, aujourd'hui, ça s'est passé dans le Midi. Oui. Non, ça se passe... parce que... il y a une tradition ouvrière, industrielle, oui, qui est décrite, qu'on sent quand même assez... Puis j'ai au fond un goût de cinéaste pour le Nord et pour l'Est. Je trouve ça plus spectaculaire. J'aime mieux les ciels tourmentés que les ciels bleus. Voilà. Et que, au fond, ces paysages difficiles qui sont apparemment sans grâce, etc., sont sur un plan romanesque très, très créateur. Tu as un point commun avec Zola, alors? Oui. Bon, Simenon. Oui. Simenon, oui. Est-ce que tu veux dire autre chose que tu n'aurais pas déjà dit? Je veux dire sur pas... Non, mais je vais plutôt vous entendre. J'espère que... Vous savez, j'ai tourné 2 films sur Antonin Artaud, un documentaire, un film de fiction. Et Antonin Artaud, quand il est interné d'office, il revient d'Irlande, il est interné d'office, et le diagnostic est posé, paraphrénie confabulante. Vous ne savez pas ce que c'est? Ben, la paraphrénie confabulante, c'est ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire, c'est parler tout seul. Donc, ne souhaitant pas être interné tout de suite en sortant, je vous passe la parole bien volontiers. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, pourquoi elle s'appelle Dallas? Là, je vais dire... Bon, pendant longtemps, je ne l'ai pas dit parce que trouver pourquoi elle s'appelle Dallas, ça permettait de gagner une semaine aux Seychelles. Donc, mais maintenant, pourquoi elle s'appelle Dallas? Alors, en fait, elle ne s'appelle pas Dallas. Ah, chut! Pourquoi elle... Alors, on se dit Dallas, c'est le feuilleton et tout ça, mais on ne voit pas tellement pourquoi, quel rapport ça aurait. Et puis, finalement, vous dites, ah oui, mais attends, Mordilla, les cinéastes, et ça a à voir avec le cinéma. Et comme vous êtes cinéphile, vous vous souvenez que dans Stagecoach, comme je ne sais plus le nom français, la poursuite infernale de John Ford, la chevauchée fantastique, merci. Dans la chevauchée fantastique, dans la diligence, la prostituée qui va sauver tout le monde s'appelle Dallas. Mais en même temps, dans l'histoire, elle n'est pas prostituée, elle n'est pas dans les transports en commun. Enfin, on cherche. Et puis, comme vous fréquentez les bonnes librairies et les bibliothèques, un jour, vous tombez sur l'anthologie des poètes maudits de Sayers. Alors, vous feuilletez, et là, au miracle, vous voyez une poétesse qui s'appelle Gilberte Dallas. Et 20 ans plus tard, Dallas va être contrainte d'avouer son prénom. Son prénom, c'est Gilberte, qu'elle déteste. Et tout le monde l'appelle Dallas. Voilà. En même temps, le fils s'appelle Kevin. Oui. Pas de chance. Quoi. Il ne s'appelle pas Jordan, on a déjà. Ou Mathéo. Mais quand on tournait Les Vivants et les Morts, on tournait à Hénin-Beaumont,
où là, on peut dire que la misère est visible. Non, ce n'était pas encore Le Pen, c'était encore le socialiste corrompu jusqu'aux oreilles. Enfin, c'était un même genre. Et on tournait en extérieur, et à un moment, dans tous les gens qui nous regardaient, qu'on tenait un peu à distance, je vois un jeune couple où la fille devait avoir 18-19 ans, était déjà un peu ronde et un peu plus, et habillée avec un jogging, et son copain ou son mari qui avait le même âge, qui était maigre comme sont maigres les alcooliques, et puis ils avaient un bébé. Et donc j'ai dit à Marie Denarnaud, qui jouait le rôle de Dada, j'ai dit regarde, les vrais, ce sont ceux-là. Donc on est allé les voir, et on avait parié que le petit s'appelait Kevin, mais non, il s'appelait Mathéo, parce qu'il y avait trop de Kevin. Pas de chance. Pas de chance, pas de chance. Alors, moi, on a le premier volume et puis on a cette BD. Peut-être tu peux en parler un peu. Oui, ça a été... Je veux dire, aujourd'hui, la bande dessinée permet de faire des tas de choses que la télévision et le cinéma ne permettent plus de faire. Après avoir tourné Les Vivants et les Morts, qui a été, je le dis en toute modestie, un succès d'audience et un succès critique, le président de France Télévisions, qui s'appelait Fimelin, m'a écrit pour me féliciter et pour... bref, bon, je lui ai répondu pour le remercier de sa lettre et lui dire que j'étais prêt, nous avions déjà fait des études, à tourner Notre part des ténèbres, que j'avais écrit ensuite et qui était dans la même humeur, dans la même chose comme ça, et qui était une histoire d'aventure qui était très bien. Et il ne m'a jamais répondu. C'est classique, ces gens sont des mauvais capitalistes. Ils font quelque chose qui marche et surtout, il ne faut pas que ça se reproduise. Bref, quand j'ai vu ça, j'ai pensé réinventer cette histoire par l'image et ça s'est fait très facilement avec Éric Liberge, qui est un dessinateur merveilleux. Et voilà, c'était une façon de faire du cinéma sans faire du cinéma. Voilà. Mais est-ce qu'il y a une concurrence entre le cinéma, justement, cette mise en image et ces mises en mots? Non, parce que il y a une phrase de Mallarmé qui ne me quitte jamais. Mallarmé disait que la musique et la poésie s'allumaient pour lui de feux réciproques. Pour moi, la littérature et le cinéma s'allument de feux réciproques. Il n'y a pas de concurrence, il y a plutôt une émulation et il y a en tout cas une coopération, quoi. C'est sûr que écrire, ça donne envie de tourner et tourner, ça donne envie d'écrire. D'ailleurs, c'est simplement aussi une question de santé. Quand on écrit, on grossit et quand on tourne, on maigrit. Et donc comme ça, voilà. Oui, mais quand on tourne, on a besoin de soupe. Oui, mais là aussi, vous savez, c'est la grande différence avec les Américains. Vous discutez d'un projet avec des Américains et des Français. Si vous discutez avec des Français, ils vous demandent combien ça coûte. Si vous discutez avec des Américains, ils vous demandent combien ça rapporte. C'est tout à fait différent. C'est pas la même vision du monde. Après, dans les mémoires, est-ce qu'il y a le parti syndicaliste ou politique, tu vois, après, c'est des gens qui se révoltent, mais derrière, est-ce que tu as un syndicat comme c'était sur la Galère Nord, ou une politique, bon, après, à part le Rassemblement national, au niveau syndical, est-ce qu'il y a. Ou est-ce qu'ils sont seuls, lâchés dans. Non, je veux dire, il y a en tout cas en ce moment, avec les deux femmes qui sont à la tête de la CFDT et de la CGT, il y a un vrai renouvellement, je dirais, intellectuel et militant sur la CGT notamment, et sur la CFDT aussi, je l'espère, et où il y a toute une réflexion aussi sur comment agir en tenant réellement compte des situations contemporaines et non pas de façon mécanique par rapport à ce qui a déjà été fait, etc. Et notamment à la CGT, il y a maintenant une fois par mois un vrai débat intellectuel sur une question. Par exemple, le mois dernier, j'étais invité puisque c'était Christophe Clair qui menait le débat. Christophe Clair, qui est un avocat avec qui je travaille, avec qui j'ai fait le film et le livre sur la propriété, avec qui nous sommes en train de travailler, qui menait le débat sur la question de la dette avec deux économistes
qui d'ailleurs expliquait que tout ça n'était que de la propagande, que la question de la dette n'est pas du tout une menace pour la France, que la France n'est pas du tout menacée comme on l'entend et comme on le répète. Donc il y avait 200 responsables syndicaux des différents départements. Voilà, ça se fait une fois par mois. Et moi, je dois voir Sophie Binet pour reprendre une chose que j'avais discuté avec Philippe Martinez, qui serait que, à nouveau, la CGT s'investisse et relance vraiment la question de l'éducation populaire. Parce que les syndicats ont conscience que les comités d'entreprise ont été détournés de leur objet en devenant des agences de voyage ou des agences de location pour les spectacles. Or, il faut faire autre chose. Et donc, ça veut dire qu'un syndicat ne peut pas se tenir à l'écart de la création. Il faut qu'il s'y mette et il faut que... Et voilà. Donc, c'est là je me dis que oui, ils essayent, c'est très dur parce que vous savez, comme moi, vous le savez sans doute d'expérience, que d'arriver à mettre en marche les appareils syndicaux, c'est vraiment, la plupart du temps, pousser le train à l'arrêt, quoi, pour le faire démarrer. Ouais. Autre remarque? Non. Je pense que si vous êtes tout à fait souriant, vous pouvez même avoir une dédicace. Ah, mais absolument. Ah. Mais il faut quand même être souriant. Hein, Bon, bah merci beaucoup. Merci.